Bonsoir à tous, il est 18 h, mardi 8 décembre. Merci de nous rejoindre pour le JT dans l'actualité ce soir. Près de 3 hectares en cœur de ville. Annecy a racheté le haras en 2013. De grandes transformations sont prévues, vous le savez, dans les années à venir, avec notamment l'installation de la Cité internationale du cinéma d'animation. Une partie reste ouverte, l'utilisation du parc. Les Annéciens sont invités à donner leur avis. Notre série de la semaine nous emmène à la découverte d'un patrimoine mal connu. Un constructeur naval s'est lancé un nouveau défi près de Lausanne, recréer une chaloupe à vapeur comme celle qui naviguait sur le Léman au XXIe siècle. C'est notre série de la semaine. Mais avant, l'école maternelle Lamartine à la Motte-Servolex est temporairement fermée. Un enseignant a été testé positif au Covid et 3 autres sont considérés comme cas contact, nous apprend la préfecture de Savoie. Ces 4 personnes sont placées à l'isolement pour 7 jours. Les postes vacants ne pouvant pas être remplacés, l'école est donc fermée jusqu'au 13 décembre inclus. C'est un projet à 30 millions d'euros en plein cœur de la ville d'Annecy, celui de la requalification du haras qui n'accueille plus de chevaux depuis 2005. Une partie du projet, adoptée sous l'ancienne majorité, ne bougera pas, celle de la Cité du cinéma d'animation. Un autre fait l'objet d'une concertation publique. La municipalité, en place depuis juin, sollicite l'avis de la population sur les futures utilisations du parc. C'est un reportage réalisé avec François Pirot. Depuis 15 ans, les volets sont clos. Ils devraient se rouvrir dans 4 ans. D'ici là, l'avenir du site se construit. Il est acté qu'une cité internationale du cinéma d'animation verra le jour. Une salle d'exposition permanente, une autre temporaire, les bureaux de l'organisateur du festival, Citia, une résidence d'artistes et une salle de projection seront aménagées. La nouvelle municipalité a mis sa touche avec une place centrale un peu modifiée. La seule chose sur laquelle on s'interrogeait, qu'on voulait travailler avant de lancer l'opération, c'était donc sur la délégation de service public de la halle gourmande, pour bien vérifier que tout ce qu'on attendait d'une halle gourmande soit dans la délégation de service public. Donc ça, ces tractations, ces échanges ont été faits par Mme Lardet, l'adjointe donc au commerce, et donc ça sera présenté au prochain conseil municipal. Mais après, on a décidé aussi de réduire la place qui sera derrière moi, la place Fontaine, pour laisser aussi plus de place au parc. Et dans cette optique-là aussi, on a abandonné l'idée d'un carrousel permanent parce qu'on veut mettre du coup à consultation les usages du parc et de la maison qu'on appelle la maison K. Et ensuite, on veut que ce lieu, ça soit aussi un lieu de respiration aussi toute l'année, parce que là, actuellement, il est fermé une partie de l'année. Ça soit un lieu de détente, de respiration pour les habitants. On a besoin dans les villes aujourd'hui avec le changement climatique d'avoir des lieux comme ça où on peut donc être dans des lieux rafraîchis, dans des lieux où on puisse se reposer, d'être aussi à l'abri peut-être du murmure de la ville qui est permanent. Voilà. Donc on a des ambitions, mais que ça devienne un lieu de vie. Sur le fond aussi, elle compte apporter sa couleur avec une concertation publique lancée en ligne le 24 novembre dernier. On pense que c'est important que les Annéciens puissent vraiment s'emparer de ce projet-là, donner leur avis et aussi pouvoir peut-être être aussi l'objet de curiosité, d'une pédagogie, d'explication sur un gros projet qui, on le disait, va durer jusqu'en 2024. Donc on trouve ça important d'expliquer le sens d'une part, mais aussi de mobiliser et les réflexions et surtout, ça va nous donner une très belle matière en fait, pour réinventer ensemble cet espace. Certains participants seront tirés au sort et invités à participer à 4 ateliers pour faire aboutir cette concertation. Déjà 3000 Annéciens ont donné leur avis sur l'avenir du site. Il vous reste jusqu'au 10 décembre pour vous exprimer. Et toujours dans le bassin annécien, le bras de fer se poursuit entre le Grand Annecy et le département de la Haute-Savoie. Quelques jours après la réception d'un courrier co-signé par la présidente de l'agglomération, Frédéric Lardet, et 4 maires des communes de la rive ouest du lac, demandant la fin du projet du tunnel sous le Semnoz, le conseil départemental n'a pas tardé à réagir. L'Assemblée était réunie pour 2 jours de débat budgétaire, lundi et mardi, et est bien décidée à ne pas enterrer ce projet. Pour cela, l'Assemblée départementale compte s'appuyer sur un accord cadre passé déjà avec le Grand Annecy. On écoute Christian Moteil au micro de Sébastien Germain. Aujourd'hui, on nous demande de renoncer alors que ce sont eux-mêmes qui ont pris la décision de le faire, en quelque sorte. Donc nous avons signé une convention, nous avons un accord. S'il faut le dénoncer, nous devons le dénoncer à partir d'une délibération fondatrice de la part de l'agglo. Nous avons des choses financières entre nous, le financement des études, la propriété, de l'immobilier qui a été acquis.
Et quoi qu'il arrive, le tunnel du Semnoz ne sort pas complètement des écrans radars. C'est un dossier énorme qui va être stocké près des bureaux. Il est mis au coffre-fort, il est mis au coffre, il n'est pas détruit. Et ce qu'une majorité fait, une autre peut le défaire, la preuve en est. Et je dirais peut-être vice-versa, donc à suivre. On ne va pas jeter aux orties un dossier sur lequel on a travaillé depuis 20 ans. Et les problèmes persisteront. Sans le tunnel, les problèmes persisteront et ils vont même s'accroître. Le quotidien est déjà infernal, cela va être pire encore. Donc moi je donne rendez-vous dans 3 ans ou dans 5 ans avec celles et ceux qui ont démonté ce dossier. Peut-être faudra-t-il le remettre en route plus vite qu'on ne le pense. Affaire à suivre donc. Et les 34 conseillers départementaux de Haute-Savoie étaient donc réunis pour voter le budget primitif 2021. Ce matin, il s'élève à plus d'1 milliard d'euros avec une augmentation de 5,2% par rapport à l'an dernier. Le secteur du social représentera le poste le plus important en matière de dépenses avec plus de 400 millions d'euros. Pour son 11e et dernier budget, Christian Monteil pourra également compter sur une note favorable accordée par l'agence de notation financière Fitch Ratings. Les précisions avec Sébastien Germain. Plus d'1 milliard d'euros, dont 334 millions d'euros d'investissement. C'est la somme totale qui a été votée ce mardi matin par les conseillers départementaux de Haute-Savoie pour le budget primitif 2021. Une mouture qui est marquée par une augmentation de 5,2% par rapport à l'année 2020. C'est un budget où on passe en dessous la barre des 100 millions d'euros d'emprunt, ce qui est très très peu. C'est un budget qui exprime la proximité, le partenariat, la solidarité. C'est un budget qui est voté à l'unanimité par les élus dans une belle et bonne ambiance. Ajoutez à cela la note maximale possible obtenue de la part de l'agence de notation financière Fitch Ratings, qui garantit d'ores et déjà des conditions optimales pour un futur emprunt. Et vous obtenez un président serein pour l'adoption de son 11e et dernier budget. C'est une reconnaissance implicite de l'agence de notation par l'attribution de la note et de façon très précise, elle explique la solidité de nos comptes, la stabilité de notre budget et les grandes marges de manœuvre que nous avons au regard d'une dette très très basse et d'une capacité d'investir extrêmement importante. Sans surprise, le domaine social fortement impacté par la crise sanitaire et économique actuelle sera le premier secteur en termes de dépenses avec plus de 400 millions d'euros. Plus généralement, c'est la solidarité territoriale dans son ensemble qui sera source d'importants investissements. Notre département est marqué aussi par des inégalités. Le nombre d'allocataires du RSA augmente de 20% cette année, ce n'est pas anodin. Nous savons bien que dans certains secteurs d'activité, on va avoir des difficultés. C'est déjà le cas dans le décolletage, c'est le cas du tourisme, c'est le cas dans toutes les filières. Donc il faut bien sûr préserver cette cohésion sociale. C'est aussi notre rôle. Nous sommes garants des solidarités territoriales mais aussi humaines sur ce département. Les élus haut-savoyards ont également profité de cette séance pour affirmer collégialement leur soutien au monde de la montagne française en prévision de la future réunion du 11 décembre prochain avec Jean Castex. Et vous savez que demain aura lieu l'audience au Conseil d'État suite au référé déposé par de nombreuses collectivités, dont le département de Haute-Savoie, pour l'ouverture des remontées. Ce sont les invisibles du confinement, les travailleurs et travailleuses du sexe. Ils et elles n'ont pas pu se déplacer ou recevoir de clients depuis quelques semaines face à une demande moins présente et l'impossibilité d'exercer leur métier. Beaucoup ont développé l'érotisme virtuel, une période compliquée pour ces indépendants qui sont souvent déjà ancrés dans la précarité. C'est un reportage signé Lorena Bordiek. Les annonces publiées sur des sites spécialisés dans la conversation érotique sont massives. Depuis la première période de confinement, beaucoup de travailleurs et travailleuses du sexe ont modifié leurs pratiques et se sont reconvertis dans le message érotique ou le travail du sexe en virtuel. C'est le cas de Laura, qui se prostitue depuis 2 ans et a continué d'exercer en télétravail. Pendant le confinement, j'ai essayé de rebondir du mieux que j'ai pu en faisant du télétravail, c'est-à-dire j'ai vendu de la conversation érotique par SMS et j'ai vendu du contenu érotique, donc des vidéos érotiques ou pornographiques et des photos. Donc là, en l'occurrence, c'est un client qui est fétichiste des collants. Je lui raconte une situation qui est fictive, en fait, qui est inventée. C'est comme la pornographie, c'est du fantasme, c'est de l'imagination. Normalement, il devrait aimer ça parce que je parle de collants, je parle de caresses en rapport avec le collant. Les tarifs s'échelonnent de 1 € la minute pour une conversation par SMS à 30 € pour 4 photos érotiques ou une vidéo de 5 minutes. Les rencontres en direct ont repris peu à peu pendant le déconfinement,
avec de nouvelles mesures d'hygiène. Nous, on a diffusé des informations de réduction des risques, bien entendu, parmi lesquelles, voilà, évidemment, on va éviter tout contact avec la salive. Donc, il y en a plusieurs qui décident de ne pas embrasser pendant cette période. Il peut y avoir le port du masque lors de la rencontre et effectivement, il y en a qui l'imposent. Notamment en rue, mais aussi à l'intérieur. Les dominatrices aussi, ça peut être une des façons de fonctionner. La douche avant, c'est en général une bonne pratique d'hygiène de toute façon, donc il n'y a pas forcément de changement. La douche après, effectivement aussi. Les professionnels ont remarqué que la violence verbale et psychologique s'est accrue pendant les périodes de confinement. Certains ont été victimes de harcèlement ou de discrimination. Alors de façon générale, lors de la période de confinement, mais aussi au niveau du déconfinement, il y a eu pas mal d'arnaques, de harcèlement ou de vols de photos, de vols de vidéos. À la fin du confinement, il y a eu vraiment une hausse des agressions. Même moi, j'ai été victime d'une tentative de guet-apens ici dans la zone commerciale où il y avait un hôtel, de personnes qui essayaient de me suivre. Je me suis enfuie parce que j'étais à vélo sur la voie verte. Voilà, c'est moi qui suis habituellement assez protégée, ça devenait compliqué, quoi. Donc les gens savaient qu'on avait besoin d'argent et qu'on acceptait des clients qu'on normalement on n'aurait pas acceptés. Et donc il y en a qui n'avaient que pour but de nous agresser et ils l'ont fait. Malgré leur déclaration sous le statut de travailleurs indépendants, tous n'ont pas pu bénéficier d'une aide de l'État. Les plus démunis ont pu compter sur un réseau de soutien entre prostituées. Des cagnottes communautaires ont été organisées via le STRAS, le syndicat de travailleurs et travailleuses du sexe. Ils étaient une trentaine à manifester devant la préfecture de Haute-Savoie à Annecy ce mardi. Contrairement au personnel hospitalier ou à celui des EHPAD, les éducateurs spécialisés ou encore les aides-soignantes à domicile n'ont pas obtenu la valorisation salariale d'une valeur de 183 € par mois suite au Ségur de la santé. Réunis sur la bannière de EFO et du syndicat départemental de l'action sociale, ils demandent eux aussi cette revalorisation. Cela fait plus d'une dizaine d'années qu'ils n'ont pas vu leur paye évoluer. Au contraire du coût de la vie, les manifestants déplorent également que le manque de moyens financiers rendent l'embauche difficile et qu'il n'y ait pas assez de soignants pour s'occuper correctement de tous les patients. On écoute quelques réactions recueilles par Lorena Bordiec. Ça fait quand même pas mal d'années, 26% de pouvoir d'achat en moins, c'est énorme sur un salaire. Faites le calcul sur un an, ça fait quand même des mois de moins, quoi. Et puis dans le contexte régional, enfin au niveau de la Haute-Savoie, on a beaucoup de difficultés à s'en sortir. Et puis rajouter au fait le fait que la Suisse est un aimant pour les personnels qui partent, qui démissionnent pour aller travailler là-bas, quoi. Il y a ça, il y a ceux aussi qui partent carrément dans d'autres départements. Et il y a une dégradation au niveau du secteur en termes de prise en charge et actions éducatives, thérapeutiques auprès des enfants. Une initiative pour poursuivre ce journal, celle des professionnels de la Fondation du Parmelan qui aide à la prise en charge des personnes âgées sur la ville d'Annecy. Docteur Laurent Martin, vous êtes médecin gériatre aux commandes de l'association Facilitage qui est toute nouvelle, vous allez nous raconter ça. L'association a pour but de faciliter le retour ou le maintien à domicile des plus fragiles, que ce soit les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Bonsoir pour commencer. Bonsoir. C'est la situation sanitaire qui vous a inspiré ce projet, il est devenu plus qu'urgent. Alors la situation sanitaire ne nous l'a pas inspiré, mais oui, elle nous rappelle effectivement le désir bien légitime de rester chez soi et la nécessité de développer des alternatives à l'institution. Très concrètement, Facilitage, comment ça marche? Facilitage, c'est permettre à une personne âgée ou une personne en situation de handicap de sécuriser son maintien à domicile. Souvent, cette personne a envie de rester chez elle, elle a conscience qu'elle a besoin d'aide, elle ne sait pas vers qui se tourner, elle ne sait pas comment mettre en place son plan d'aide, elle est parfois isolée, parfois ses enfants sont loin. Et donc nous, les professionnels de l'association, on vient en relais pour participer à l'évaluation, trouver les intervenants à domicile et surtout assurer un suivi et une veille pour suivre l'évolution des besoins et accompagner la personne pendant tout son parcours à domicile, afin d'éviter les ruptures et les décompensations et les hospitalisations au maximum. Vous n'avez pas trouvé d'équivalent en France. Comment on l'explique? Alors, comment on l'explique? Je ne sais pas. Ce sont des recommandations qui sont faites dans tous les rapports nationaux ou locaux sur le besoin de coordonner les soins aux personnes âgées.
C'est des dispositifs qui ne sont pas financés, donc je pense que c'est ça l'explication principale. Ça ne veut pas dire que personne ne fait rien, hein, bien évidemment, mais en tout cas, nous, on est parti du constat que les gens viennent nous voir, nous, Fondation Doupart-Malin, en disant « Mes parents ou moi, on est en difficulté, on ne sait pas vers qui se tourner, aidez-nous ». Et donc, c'est avant tout une expérience terrain qui nous a fait remonter le besoin, qui nous a fait y travailler. On peut parler de guichet unique, parce que ça peut être un petit peu un casse-tête administratif, le maintien à domicile ou le retour à domicile. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un interlocuteur qui va mettre en lien les professionnels entre eux aussi, qui parfois sont également isolés et ont du mal à communiquer, et puis d'aider la personne ou ses proches dans les méandres administratifs, mais aussi et surtout dans le concret, dans le choix d'un dispositif, dans le choix d'une téléassistance, dans le choix d'un service de portage des repas. Nous, en tant que professionnels, on rencontre tous ces prestataires, on essaie de choisir ce qui nous paraît le plus pertinent à un moment donné. Et ensuite, on met en lien et on crée du lien entre le bénéficiaire, ces professionnels et nous, parce qu'on va vraiment travailler comme un service de veille pour garantir plus de sécurité et avoir un lien avec un interlocuteur qui sera toujours le même. Alors ça, c'est important. Vous espérez trouver des fonds via des mécènes ou pourquoi pas des collectivités. Pour le moment, l'abonnement mensuel est de 250 € par mois avec une partie qui peut être prise en charge par les impôts. Comment fait-on pour bénéficier du dispositif? Qui contacter et qui peut en bénéficier? Alors, peuvent en bénéficier toutes les personnes qui sont âgées à domicile ou des personnes en situation de handicap physique qui se disent aujourd'hui j'ai peut-être besoin d'aide. En fait, l'idée c'est d'anticiper. Donc de ne pas nous appeler dans l'urgence parce que dans l'urgence on ne sera pas les plus adaptés pour trouver une solution. C'est toujours difficile de travailler dans l'urgence. Mais de nous appeler pour nous dire voilà, ma mère a un problème ou je suis en difficulté, je ne sais pas trop vers qui me tourner, j'ai besoin qu'on m'accompagne pour évaluer mes besoins, pour savoir ce qu'il y a à mettre en place et pour sécuriser ce maintien à domicile. C'est le bon moment pour nous appeler. Effectivement, on est service à la personne, donc l'abonnement est déductible des impôts, donc est ramené à 125 € par mois. Et vous le disiez, nous, notre objectif, c'est de s'adresser à tous. Donc on cherche des mécènes, on cherche des subventions, on travaille avec des mutuelles qui vont peut-être permettre à leurs assurés de bénéficier de nos services. L'idée, évidemment, c'est de s'adresser à tous. Pour nous contacter, c'est par téléphone 04 50 33 17 94 ou sur notre site internet facilite-age.org. C'est juste derrière vous. Merci beaucoup, Dr Laurent Martin. Merci. Merci à vous. On attaque notre série de la semaine consacrée à la reconstruction d'une chaloupe à moteur lémanique. Ce chantier a débuté dans un chantier naval de Rolle, près de Lausanne, sur la base des plans de la dernière chaloupe existante. Elle était trop abîmée pour être restaurée. Ce premier épisode est consacré au démarrage du chantier. Jean-Paul Crespi. Une coque en déshérence dans un port du lac Léman pour une reconstruction exceptionnelle et un chantier exemplaire. Copie conforme de la structure usée et endommagée, sans espoir de restauration, une chaloupe à vapeur s'assemble avec méthode dans le respect des gestes des anciens artisans. Probablement construite dans les années 1890, cette chaloupe deviendra l'unique témoin d'une famille de yachts de plaisance, servant à la promenade au début de la navigation automobile. À l'origine de cette reconstruction, une association de sauvegarde du patrimoine naval lémanique. La grande idée, c'est de reconstruire une chaloupe à vapeur sur la base d'une épave qui nous a été remise il y a quelques années, qui a été remise au chantier naval, de pouvoir, sur cette base-là, reconstruire ce bateau. Il y a eu tout un travail quasiment d'archéologie pour comprendre le bateau, la manière dont il était construit, les essences utilisées et donc d'arriver à les transmettre aux apprentis. Après une observation et une analyse attentive de la structure du bateau, un relevé des plans effectués sur la chaloupe originale, la reconstruction à l'identique nécessite de porter un regard attentif sur les principes de construction d'origine. La coque est construite à bord franc sur une charpente en chêne, en mélèze et en acacia. Pour être achevée, l'embarcation nécessitera plus de 2000 heures de travail. C'est assez compliqué parce que les formes arrière sont particulièrement pincées. On travaille sur de la membrure sciée, c'est-à-dire qu'on a débité les membrures, donc les côtes du bateau, pour parler vulgairement, dans des plateaux de chêne courbes.
que j'avais dans mon stock depuis longtemps. Donc tout ça, c'est un processus qui ne se fait plus depuis très longtemps. On travaille avec d'autres, mais même en bordée classique, même en construction classique, on travaille sur d'autres méthodes. Donc c'était une manière aussi pour nous, pour moi et mes apprentis, de retrouver ces gestes. C'est un geste comme on tend la main, en quelque sorte, à la fois au passé, puisqu'on va récupérer une histoire, des savoir-faire, des compétences. C'est une histoire, un lien et un geste par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, et puis c'est un geste par rapport à ceux qui vont nous succéder plutôt, parce qu'on leur transmet un ouvrage qui est fait et qui va durer probablement encore 100 ans. Le chantier de la chaloupe devrait s'achever au mois de septembre 2021 pour une mise à l'eau le mois suivant. Sa propulsion sera assurée par une machine à vapeur alimentée en production de vapeur grâce à une chaudière à bois ou à charbon. Ce patrimoine rare est également l'ultime démonstration d'un savoir-faire qui disparaît au gré des fermetures des chantiers navals traditionnels. La chaloupe devrait ensuite naviguer sur le lac Léman en portant à son bord tous ceux qui souhaiteraient découvrir la navigation à vapeur d'un autre temps. Et sachez que ce chantier est l'occasion de transmettre un savoir-faire. 2 apprentis travaillent avec le charpentier de marine qui prendra sa retraite dans 2 ans. Rencontre dans le 2e épisode demain. Un mot de sport en difficulté en championnat national avec seulement 2 victoires en 13 matchs et une dernière place au classement. Le FC Annecy a annoncé cet après-midi la fin de sa collaboration avec Michel Poinsignon et l'ensemble de son staff. L'intérim sera assuré jusqu'à nouvel ordre par Rémi Dru, accompagné de Nicolas Gousset, son adjoint. Michel Poinsignon était revenu au FC à l'été 2019 après plusieurs passages. Le FC Annecy qui se déplace à Cholet ce vendredi pour un match en retard. On se quitte avec quelques images qui font toujours du bien, de la neige, de beaux paysages et du soleil du côté du Grand Bornand. N'hésitez pas à nous partager vos plus belles images sur notre compte Instagram avec le hashtag 8montblanc. L'actualité se poursuit sur nos réseaux. Juste après ça, c'est la météo de Thierry Paul. Passez une très belle soirée. À demain.